Voilà, on est en train de discuter sur la taille du gouvernement Sama Lukonde parce que beaucoup de gens pensent que la taille du gouvernement aussi dépendra. Il a parlé lui-même, il a dit que non, je veux un gouvernement de warriors et tout ça, donc des gens qui viennent combattre et tout ça. Mais cette taille de gouvernement, comparativement au travail qui se fait au ministère, à tous les ministères, c'est un gouvernement de 35 ministres, absorbera cette taille de travail. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous étiez dans le rouage de la banque, le rouage des assemblées, le rouage des patrons. Vous pensez qu'un gouvernement réduit de taille peut être à mesure de donner de bons résultats? Un gouvernement doit se manifester par la qualité des prestations et non par la quantité. Ça, c'est la première chose. La taille du gouvernement dans un pays en crise profonde comme notre pays. Allez, je prends à titre d'exemple. Depuis l'indépendance, jusqu'aujourd'hui, quelle est la structure de l'assiette fiscale de la République démocratique du Congo? Cette structure, elle est composée de quoi? Elle n'a pas changé depuis beaucoup. Elle n'a pas changé. On compte simplement sur beaucoup viennent de minéraux. Elle a changé, oui, ça compte sur les minéraux, mais est-il que dans l'évolution des choses, ceux qui détenaient les contrôles des minéraux se sont retirés. Exactement. Et quand ils se sont retirés avec leurs recettes. Alors la structure qui est restée, c'était laquelle? C'était la structure des taxes et impôts et quelques dividendes qui venaient des discussions avec ceux qui détenaient les minéraux et tout cela, ainsi de suite. Cette assiette fiscale doit nous faire réfléchir pour nous conduire à voir la taille du gouvernement. Quelle est la priorité aujourd'hui? Depuis Mobutu, on disait l'agriculture est priorité des priorités. Moi, j'avais vu l'agriculture. Aujourd'hui, on présente certaines initiatives privées qui se manifestent dans les domaines agricoles et tout cela, mais on ne voit pas l'impact sur le plan des choses. Bon, pour moi, la taille du gouvernement ne doit pas être la préoccupation. Mais on peut évoquer les structures du gouvernement dans des sens qui prennent en compte les réalités effectivement du pays. Et quelles sont ces réalités aujourd'hui? Les réalités aujourd'hui, c'est les sacrifices qu'on doit consentir pour sortir de la crise que nous avons aujourd'hui. Or, les sacrifices qu'on doit consentir sont tels que les histoires éléphantesques, il faut les éviter dans les dépenses. Mais quelles sont ces histoires éléphantesques? Vous avez d'abord, au niveau des institutions, le personnel qui sont engagés au niveau des institutions. Nous avons une mauvaise habitude. Dès qu'on venait nommer un responsable quelque part, vous essayez de vous entourer de conseillers, de ceci, des cabinets, de ceci, de ceci. Quand on vous nomme quelque part, on nomme votre compétence, votre qualité. Vous pouvez avoir peut-être un ou deux collaborateurs, mais pas 10, 20, 30. Mais est-ce que ce n'est pas parce que, je suppose par exemple, le ministre des Affaires étrangères, quand il y a des dossiers qui arrivent à la table du ministre et que le nombre de ces dossiers-là
devrait en principe être traité par son cabinet, et puis tellement que toute la République c'est à Kinshasa. Un seul homme, par exemple, pourra traiter 100 dossiers, 500 dossiers par mois. Non, je prends l'exemple. C'est pour cela que un ministre me disait que non, c'est pour cela qu'ils ont beaucoup de conseillers. Non, c'était un faux problème. Je donne un exemple. J'étais administrateur de la NESA, de la FEC. Et être administrateur délégué de la NESA, vous vous occupez des problèmes économiques, sociaux, administratifs, tout ça, ainsi de suite. Combien de collaborateurs directs j'ai disposé? Je n'avais pas de cabinet. Mais ceux qui ont suivi la gestion à cette époque-là, ils apprécient ma gestion. Mais je n'ai pas eu de conseiller. J'ai eu des gens qui ont exercé leurs capacités dans les domaines bien précis, qui devaient concourir en fait à la protection des intérêts. Mais vous n'aviez pas de secrétaire particulier, non, de conseiller en matière juridique? Non, ça n'a pas existé. Mais c'est que chaque ministre, lorsqu'il est nommé, il est chargé de la coopération, de la presse, il est chargé de... C'est l'aliénation que les Belges nous ont laissée. Allez en Belgique dans un cabinet des ministres, il y a combien de conseillers? Allez en France dans un cabinet des ministres, il y a combien de conseillers? Et ces conseillers, quelle est la matière qu'ils doivent traiter? Donc ici, quand on dit que affaires étrangères, il y a beaucoup de... L'exemple que vous avez donné, bien entendu, il y a beaucoup de dossiers qui arrivent, c'est un faux problème. Ou vous connaissez votre métier, ou vous ne le connaissez pas. Donc c'est ce qui explique que beaucoup de gens qui ne connaissent pas et qui arrivent, oui, ils auront besoin de cette masse de conseillers tout autour voilà, de lui. Tout. Et puis en plus, dans notre pays, une fonction technique, on politise ça. Non. Vous n'avez pas à politiser une fonction politique. Pourquoi au Congo, il y a très peu des agents administratifs ou dans les entreprises privées qui prennent des congés? Par crainte simplement de perdre le poste. Oui, exactement. Oui. C'est ridicule. Donc pour vous, la taille du gouvernement dépendra des qualités des hommes qui animeront ces ministères. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de la taille du gouvernement, je voudrais simplement parler de la qualité, comme le Premier ministre lui-même a dit qu'il a besoin de warriors, de combattants. S'il peut avoir un cabinet de 5 ministres ou de 10 ministres qui savent bien qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, oui. Et quel est l'objectif de ce qu'ils sont en train de faire. Ça va contribuer à diminuer la consommation de frais de gestion. Ça va contribuer à augmenter en fait la qualité des prestations. Et puis l'efficacité dans les choses. Alors si on cherche ces éléments-là, rien à faire, il ne faut pas venir avec l'idée de combien de ministères. Non, ça il faut rejeter ça. Ça c'est l'aliénation, quoi. C'est l'aliénation où quand on a eu l'indépendance, on a vu presque tous les ministres prenaient plaisir d'avoir des conseillers blancs au départ. Tous les ministères étaient constitués de conseillers blancs. Pourquoi? Parce que les ministres ne comprenaient rien. Exactement. Oui. Et c'est le conseiller blanc qui faisait le travail. Ce qui était une déviation en fait. Et c'est ce que nous avons hérité. Voilà pourquoi nous continuons à dire que nous devons nous réapproprier notre initiative. J'ai essayé de répondre au problème de pays de droit, comment on dit? L'état de droit. L'état de droit. Quand est-ce que vous devez revendiquer le droit de votre État?
c'est quand vous êtes propriétaire. Exactement, oui. Mais comme ils disent, si le Congo est propriétaire de ses richesses, non, nous ne sommes pas propriétaires de nos richesses et nous revendiquons l'état de droit. Ça, c'est politique. Est-ce que c'est nous qui l'avons vendu? Comment est-ce que vous dites que nous ne sommes pas propriétaires? Nous ne sommes pas propriétaires parce que, l'exploitation actuelle des richesses de notre pays, combien de Congolais sont là-dedans? Cela est bien traduit par la composition du système de banques commerciales qui existe aujourd'hui au Congo. Oui. Ce sont des banques de blanchiment. Blanchissement d'argent. Blanchissement d'argent. Il n'y a aucun Congolais là-dedans. Alors comment vous pouvez prétendre être propriétaire de votre pays? Ça, c'est les autres personnes qui vous imposent Je prends l'exemple de la production de la gécamine. La gécamine dit que j'ai augmenté la production de ceci, de cela, ainsi de suite. Mais cette production répond à la rentabilité interne ou bien à la rentabilité externe. Parce que cette production est traitée à l'extérieur par des entreprises qu'on aurait pu créer en République démocratique du Congo. Et pourquoi nous ne créons pas ces entreprises en République démocratique du Congo? Et avec ça, vous allez dire que nous sommes propriétaires. Je prends l'exemple des agences qui fixent le prix des matières premières sur le plan international. Nous ne sommes pas là-dedans. On va vous dire que le prix de cobalt a augmenté, tout ça, ainsi de suite. Nous ne sommes pas dedans en tant que producteurs. Et en tant que premier producteur, nous ne sommes pas dans ces institutions-là. Et le gouvernement doit se préoccuper de ça. Comment nous pouvons nous retrouver dans ces institutions-là? Et alors, quand on discute le prix des matières premières... On doit venir nous consulter. Absolument. Voilà pourquoi je dis, quand vous dites l'état de droit, mais l'état de droit, vous avez le droit sur quoi? Voilà, c'est très pénible pour notre pays. Nous allons partir encore en pause pour arriver à la 4e partie de notre émission qui sera la dernière, où nous allons consacrer la réflexion sur les solutions de tous les problèmes que nous avons évoqués aujourd'hui. Quelles sont les solutions que vous pensez que ça peut faire avancer d'un cran notre pays? Qui sera l'héritage que nos aïeux, nos enfants trouveront en disant que non, le gouvernement Sama et puis le président Félix ont fait ça et qui resteront comme un symbole, comme héritage de notre pays. Nous revenons tout de suite après.